Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre de Régis Debray, Le Nouveau Pouvoir, et à défaut de pouvoir convoquer un choral luthérien, je me suis contenté de quelques notes de Bach en intro, faute de pouvoir mieux rendre hommage à ma manière dans l'intimité d'un intérieur à la grande culture protestante, quelque peu malmenée, il faut bien le dire, mais elle s'en remettra dans le dernier ouvrage de Régis Debray. Alors, je le dis tout de suite, sous le suite, hein, je m'étais précipité sur le nouveau pouvoir, puisque je sais bien qu'en ce moment, Régis Debray tente de bouter Macron et ses amis traders hors de France, et en luttant contre le poste politique que tout ce nouveau pouvoir véhicule. Et sur ce terrain, je dis bien sûr d'emblée que Régis Debray est un allié de choix. S'il peut mettre toute son autorité intellectuelle et morale dans la bataille, il faut évidemment s'en réjouir. Donc j'avais beaucoup aimé son dernier ouvrage Civilisation, j'en avais même parlé dans mon bouquin Les jolis grands hommes de gauche, hein. C'était un livre dirigé contre les gallo-ricains qui prenait acte de la nouvelle stratégie impérialiste, hein, et Debray ne citait pas au hasard cette phrase de Thomas Barnett, stratège du Pentagone. Il ne s'agit plus désormais que l'Amérique dirige le monde, mais que le monde devienne l'Amérique. Donc effectivement, à la nouvelle stratégie de l'impérialisme, il faut répondre, faire une analyse théorique à la hauteur de celle de M. Debray, à laquelle il ajoute ses compétences de médiologue, hein. Les bons lecteurs de Le Roi Gourand montrent le lien entre humanisation et technicisation, et sur le caractère prothétique du savoir humain. Il y a des choses tout à fait très, très étonnantes et très stimulante dans ses ouvrages. Alors ce nouveau livre, le Nouveau Monde, constituerait une sorte d'appendice, hein, au précédent, hein, sur l'approche religieuse du phénomène de l'américanisation, hein, l'invasion du néo-évangélisme américain et ses différents avatars. Alors il y a des remarques très pertinentes sur cette mentalité rien à cacher, pseudo-transparente du néo-évangélisme, hein, comme ces déclarations effectivement fort inquiétantes en réalité du PDG de Google, Eric Schmidt, lequel disait seules les personnes qui ont des choses à se reprocher se soucient de leurs données personnelles. Donc on trouve aussi dans ce livre une analyse très fine de la pensée de Ricoeur, hein, l'inspirateur, paraît-il, du président Macron, et surtout d'un éternel centrisme, hein, qui touche aussi bien les cathos de gauche que les cathos de droite, et que justement, j'ai bien dit cathos et pas uniquement chrétiens, hein, c'est-à-dire un peu tout le monde, quoi, au centre, pas forcément les seuls protestants. Bon, néanmoins, si je vois bien la menace, hein, qui pèse contre notre pays, je suis d'accord sur ce constat, je, j'ai quelques réserves sur la définition générale de ce qu'on défend, et ce sont mes seules nuances. Ce qu'il défend, c'est ce que M. Debray appellerait, pour résumer, la France pays catholaïque, hein, ce sont ses termes, de tradition révolutionnaire menacée par un bloc protestant ultralibéral. Alors on aime le même pays, on aime cette odeur de pneus brûlés, comme dit M. Debray, comme métaphore des grèves, hein. On chérit l'exceptionnalité française, on déteste les impériaux et les collabos gallo-ricains. D'accord, hein, on est dans le même camp. Mais néanmoins, si la République est unie et indivisible, elle est extrêmement variée, riche de ses différents apports. Ce n'est pas uniquement la fille aînée de la contre-réforme et de la révocation de l'édit de Nantes. Quand bien même tout est fait dans ce pays pour nous faire oublier que nous sommes aussi le pays de naissance de Calvin. Et oui, il y a encore combien de nos compatriotes pensent encore que Calvin est natif de Genève et non, comme c'est la réalité, de Noyon en Picardie. Et c'est tout à fait symptomatique d'ailleurs, cet oubli de Calvin. Notre pays, c'est aussi la faute à Rousseau, hein, lui genevois, hein, évidemment. Rousseau, si mal aimé en France, hein, mal aimé y compris par Monsieur Debray, qui écorche dans son dernier ouvrage le nom de Mademoiselle Lambercier. Vous savez, celle qui donnait les fameuses fessées sur lesquelles glose Rousseau au début des Confessions. Mademoiselle Lambercier se voit transformée en Mademoiselle Lemercier, on ne sait pas trop pourquoi. C'est rare de prendre Monsieur Debray en faute, hein, c'est évidemment un lapsus qu'elle a mis, qui atteste plutôt une volonté symptomatique de ne pas relire Rousseau que de ne pas le lire, hein, je ne lui fais évidemment pas ce procès.
Et c'est sûr que ce sont évidemment pas mes très dominicains confrères des éditions du Cerf, chez qui il est publié, hein, copublié avec sa revue Medium. Confrères en édition, hein, pas confrères en religion, ce ne sont pas des co-religionnaires, mais je suis éditeur de profession, c'est tout ce que je voulais dire. Qui n'ont pas, sur qui il ne faut évidemment pas compter pour corriger une coquille concernant Rousseau. Bon, alors surtout si on parle de culturel comme évolution du cultuel, et là, Debray rappelle cette distinction importante. Il faut quand même noter que le protestantisme, bien que culture minoritaire et persécutée, a essaimé en France, hein, comme un levain, elle fait partie de la culture française. J'en veux pour preuve le classicisme français, le cartésianisme, hein, qui sont impensables dans des pays ultra-catholiques, sont revendiqués par les réformés comme effet de leur influence souterraine. On peut trouver cela exagéré, mais c'est à prendre en compte, hein. On pourrait parler de l'influence des protestants sur la Révolution française, hein. Rabot Saint-Étienne figure avec l'abbé Grégoire en bonne place, hein, tout au centre du serment du jeu de paume, hein. Donc, en fait, on parle toujours du livre de Max Weber, hein, livre dont la clarté aveugle, et sur les liens entre réforme et capitalisme, hein, mais la protestation contre le monde féodal, hein, elle a pu prendre d'autres chemins, hein. Il suffit de penser à la guerre des paysans chère à Engels, hein, ou encore au hegelianisme, hein, d'où procède en partie, hein, je fais pas, c'est pas la seule source, mais c'est l'une des sources, d'où procède en partie le marxisme. Alors je songe aussi au fait que l'URSS de Staline, qui luttait contre un fascisme obscurantiste, a été comparé, non sans raison, avec la Genève de Calvin, y compris dans ses aspects parfois sévères, mais évidemment non dépourvus de grandeur. Et d'ailleurs, en Italie, hein, Gramsci savait ce qui manquait à l'Italie, hein, c'est-à-dire la réforme et la Révolution française, hein. C'est comme ça qu'il l'avait théorisé. Et n'oublions pas évidemment les lettres luthériennes de Pasolini dans la tradition marxiste italienne. Les marxistes italiens qui savaient justement rendre hommage à ce qui leur manquait ce qu'ils auraient aimé avoir, c'est-à-dire un peu de réforme dans leur pays. Donc je me demande finalement si je suis dans les détails, hein, mais je me demande simplement si M. Debray n'est pas resté finalement très sud-américain d'adoption, hein, dans ses références. Car là-bas, effectivement, le catholicisme a pu prendre le visage héroïque de la théologie de la libération, du chavisme, hein, contre les Nord-Américains. Bon, en France, c'est différent, hein, preuve que tous ces conflits religieux n'ont rien de manichéen et prennent des contours différents, opposés, lorsqu'ils sont traversés par la lutte des classes. Donc pour résumer, je suis d'accord, bien sûr, pour contrer l'influence du néo-évangélisme états-unien et tous les avatars de l'américanisation de notre pays, mais pas pour continuer à servir l'histoire de France travestie au goût des papistes, comme on le fait depuis plusieurs centaines d'années. Alors le plus étonnant est que dans son livre, Régis Debray combat contre le contractualisme, hein, de la société civile qui pense se passer de l'État, et pour cela Régis Debray invoque à juste titre Hegel, mais je rappelle que Hegel est quand même le penseur protestant par excellence, hein, auquel s'opposera le catholicisme de la réaction féodale de l'Europe de Vienne. Donc ces manques de précision chez un auteur par ailleurs fin observateur, hein, sont d'autant plus dommageables que l'époque est plutôt à la démarxisation, hein, même si cela, à mon avis, touche à sa fin. Et pour l'instant, comme la nature a horreur du vide, on observe une sorte de retour un peu bouffon à la mystification de ce que Marx appelait le socialisme féodal. Socialisme féodal qui se part volontiers des oripeaux d'un catholicisme de pacotille. Donc, contrairement à M. Debray, hein, je suis opposé, hein, fermement à l'enseignement du fait religieux à l'école, hein, car attaché à cette laïcité dite négative, hein, la séparation stricte des églises et de l'État, hein, de ce point de vue-là, je suis laïque, hein, je ne suis pas catholaïque. Et laïcité d'ailleurs qui n'est d'ailleurs pas si négative, hein, puisque ça fait plus de 100 ans qu'elle tient debout. Bon, mais néanmoins, tant qu'on ne l'enseigne pas à l'école comme un fait à part, évidemment, dans un cours d'histoire, il est incontournable d'évoquer les croyances de telle ou telle époque, hein, ça, je n'en mets évidemment pas ça en cause. Mais de toute façon, entre nous, marxistes, il faut étudier, entre autres, l'histoire du protestantisme et des persécutions qu'il a subies en France, hein.
Déjà parce que cette résistance, hein, notamment dans la période dite du désert, cette résistance est très belle et parce que j'y vois aussi une sorte, si vous me permettez, une sorte d'analogue de ce qu'on nous fait subir actuellement aux marxistes depuis la chute du mur, hein. On veut faire croire qu'on n'existe plus alors que tout simplement on nous censure, hein, et à longueur de journée, à longueur de médias, on insulte nos morts, nos héros, nos martyrs. Et pendant ce temps-là, bah, on continue, on influence, on creuse comme la taupe de Shakespeare, hein. Et donc, bah, on continue. Allez, à la prochaine.